Hello les amis, en publiant une vidéo le 24 au soir pour mes abonnés qui auraient été seuls ce soir-là, j'avais une intuition, mais elle a été largement dépassée. Alors le lendemain matin, même, je me suis dit qu'il fallait que je fasse la même chose pour le réveillon du Nouvel An. Réveillon du Nouvel An, un truc que je n'ai jamais compris. Des gens qui braillent et qui crient parce qu'une nouvelle année arrive. Et cela change leur vie. Quelques heures plus tard, ils retrouvent leur quotidien où rien n'a changé. C'est un vrai mystère pour moi. J'ai adoré votre solidarité entre ceux qui étaient seuls. Alors la seule chose que je pouvais faire était d'essayer de me surpasser pour vous faire une superbe émission pour ce soir-là. Alors, on n'est que le dimanche 29, au petit matin, au café toujours. Je commence tôt pour pouvoir la mettre en ligne le plus rapidement possible, car comme d'habitude, le 31, Internet sera saturé par les sempiternels vœux de bonne année et il me sera impossible d'uploader sur YouTube. Mais avant, j'ai envie de vous raconter un truc drôle. J'ai reçu de la part d'amis proches, qui ne sont pas du tout, par contre, des fidèles de ma chaîne, mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas mes amis, car les sujets ne les intéressent tout simplement pas, et ils m'ont envoyé des messages dont certains angoissés, et d'autres avec des photos prises parce que ils avaient vu dans le ciel des séries de boules lumineuses. Et bien évidemment, dans ce cas, on pense à qui? À Bibi, on pense à moi, et donc ils m'ont demandé ce que c'était. C'était les fameuses grappes de satellites de SpaceX. Comme quoi, vous voyez, même ceux qui ne s'intéressent pas à nos sujets, quand ils sont confrontés à des choses inhabituelles, se passant dans les cieux, ou devant leurs yeux, deviennent un peu stressés, moins sûrs d'eux. Donc voilà pour la petite anecdote. Ce soir, je vais vous faire en exclusivité de nouvelles révélations sur le Boussiki, avec ce 4e opus initié il y a un mois. Et on fera en fin d'émission un petit bilan, puisque c'est votre chaîne, de l'année, de Face à Face. Mais je ne peux m'empêcher de vous relater ce que je lis dans certains commentaires. Ah, c'est maintenant que vous découvrez cette affaire. Lol, je rêve. Alors que dans le premier opus, on relate que c'est Gérard Desforges qui a corrigé le premier livre sorti en français sur cette affaire, et que moi-même, le jour de sa sortie, j'en faisais une émission complète chez mon ami Antoine en octobre 2016. De plus, je vous ai relaté que seuls 3 des 6 livres maintenant écrits par Radu Sinama avaient été traduits en français. L'éditeur, Christelle Soval, n'ayant pas voulu en traduire 2, le 6e étant à peine sorti en room. J'ai donc écrit à Christelle Soval pour lui demander ce qu'il comptait faire, car Radu Sinama serait honoré que l'ensemble de ses autres livres soient traduits en français. Christelle Soval a donc contacté l'éditeur pour en faire traduire, pour l'instant de ce que je sais, un 4e. Si jamais cela ne devait pas se faire pour les autres livres, je trouverai d'autres éditeurs, si, évidemment, les autres tomes ne devaient pas intéresser Christelle Soval. Sur ma chaîne, on ne se contente pas de raconter comme d'autres des histoires. On analyse, on cherche. Et si aucun éditeur ne serait intéressé, je vous raconterai aussi en 2020 ce qu'il y a d'écrit dans le 6e volume de Radu Sinama, ainsi que dans les suivants. Car le 7e, je vous l'annonce, est presque fini, et le 8e débutera dans la foulée. Nous, ce que l'on veut, c'est d'avancer dans cette affaire et faire réagir en face, afin qu'un voile se lève. Et croyez-moi, cela réagit déjà. Ce qu'il y a de compliqué, c'est que nous ne savons pas à qui on a affaire. Et comme je vous l'ai dit dans ma dernière émission,
on ne peut pas non plus donner crédit à 100% aux écrits dans les livres de Radu Sinamar. Il est lui aussi obligé de noyer le poisson en mélangeant du vrai avec du faux. À nous de démêler ce qui est vrai de ce qui est faux et d'avancer suffisamment, sans raconter de bêtises, pour qu'ils prennent contact avec nous, ce qu'ils ont déjà fait, et que l'on puisse avoir encore plus de révélations sur ce qui se passe en Roumanie, car une chose est sûre, il se passe des choses. Mais chaque chose en son temps. Alors tout commence par un email de mon ami Gérard Desforges qui souhaite que je prenne contact avec son informateur roumain que l'on va appeler pour désormais Eddy. Je lui demande ses coordonnées. Gérard me répond « Mais c'est toi qui me les as données !» Je dois vous dire que lorsque quelqu'un m'écrit, comme lorsque vous m'écrivez, que vous me demandez à être mis en contact avec une personne passant sur ma chaîne, je m'exécute de suite sans chercher à savoir qui c'est, le pourquoi. Et il est vrai qu'Eddy m'avait écrit pour être mis en contact avec Gérard Desforges, je l'avais totalement oublié. Nous échangeons donc avec Eddy et nous discutons, au cours de l'une de ces conversations, de l'or monoatomique dont Gérard nous avait rappelé l'existence en lisant un extrait du premier livre de Radu Sinamar. Alors, qu'est-ce que c'est l'or monoatomique? C'est un peu de l'or alchimique, qui me permettrait, comme vous pouvez le lire, une connexion à d'autres mondes, mais aussi apportant une jouvence non pas éternelle, mais réelle néanmoins. Pour l'instant, rien de scientifiquement démontré sur cet or monoatomique. Néanmoins, vendu sous diverses formes, notamment l'ormus, O-R-M-U-S. On discutait de cela avec Eddy quand tout d'un coup, une fulgurance me traverse l'esprit. Une émission que j'ai mise en ligne sur ma chaîne, tenez-vous bien, le 1er mai 2018, intitulée « La matrice de l'eau ». Écoutons un court extrait de 1 minute de ce que je racontais. En résumé, l'eau porte en elle, dans sa forme la plus pure, noble, claire, saine, des structures qui ressemblent de manière bluffante aux formes d'autres organismes vivants du monde végétal qu'elle côtoie. Regardons plutôt des photos, toujours de Bernd Bruns, de quelques eaux du commerce. Alors, en niveau 1, c'est une eau mauvaise et fortement chargée. En niveau 10, structure naturelle, qualité d'eau optimale. Donc là, nous avons Volvic, Lucien, Montroucou, Vitel, la Pyrin, la Celtique, et une eau de source pauvre en minéraux, avec une différence de l'eau de source contenant un minéral. Un ami qui est dans le bio est en relation avec un producteur d'eau de Roumanie. Cette eau est vendue en bouteille. J'ai été surpris de voir son prix, qui était un petit peu élevé quand même. Il m'a dit oui, mais d'accord, mais cette eau est très rare, et puis regarde sa composition, c'est la seule qui contient, alors évidemment, la trace infinitésimale, mais dans l'homéopathie quasiment, de l'or et de l'argent. Vous avez bien entendu? Eau de Roumanie et or. Cela m'a fait tilt. Et donc je me suis mis à faire des recherches, encouragé par Eddy, qui est étonné de cette information qu'il ne connaissait pas, et qui m'abreuve de liens. Pendant 2 heures, on va de découverte en découverte, que l'on n'avait ni lui, ni moi envisagé. Quand je flaire une information, je ne lâche pas le morceau. Mais alors Eddy, c'est moi puissance 10. Extraordinaire cet homme. On forme du coup un duo fantastique et je vais vous livrer en exclusivité nos trouvailles. Commençons par cette eau extraordinaire et unique au monde. Je vous la présente ici, elle s'appelle Aura. Voici sa composition, où vous pouvez voir pour la première fois de votre vie de l'or et de l'argent. Alors, cette eau coûte plus de 5 € la bouteille. Mon ami qui est dans le bio en a acheté
de grandes quantités, pensant la revendre facilement. Il s'est hélas trompé. Les personnes n'achètent pas de l'eau à ce prix-là. Et c'est dommage. Car comme on le verra avec Jeremy Donen, qui a analysé de nombreuses eaux en bouteilles, une vidéo que l'on fera pour début 2020, parce que j'ai déjà tellement d'émissions de retard avec Jeremy Donen, c'est juste hallucinant. Jérémy me dit qu'elle possède une très belle charge en énergie, et on vous montrera comment Jérémy calcule la charge de l'énergie d'une eau, ce qui est très important pour notre organisme. Dans le livre de Sinamar sur le Bouchegui, on parle d'or monoatomique. Et moi je trouve une eau roumaine qui vient de la même région et qui est la seule au monde à avoir de l'or dans sa composition. Serait-ce le fruit du hasard? Hélas, je ne crois pas au hasard. Donc on pousse les recherches avec Eddy. On découvre que l'un des endroits les plus mystérieux des montagnes du Bouchegui est la cascade des 7 sources. Située entre les lacs Bolbochi et Skropojora, dans la vallée de la Ialomita. Désolé si j'écorche les noms, mes amis roumains. Mais je vais venir en Roumanie parce que votre pays, je le découvre avec cette affaire, en allant bien plus au fond de cette affaire. Il est juste merveilleux. Mais c'est juste une merveille ce pays. L'eau qui jaillit des montagnes fait l'objet de nombreuses légendes, qui lui attribuent des propriétés magiques. N'oubliez jamais que là où il y a des légendes, la vérité n'est pas très loin. L'eau véhiculée par les 7 sources serait la plus pure du monde. Des études microbiologiques ont été menées entre 1927 et 1935 par des géologues réputés comme George Murceanu, qui était aussi conseiller du ministère des Mines. Les conclusions des Roumains ont été confirmées par les Français qui ont reçu aussi des échantillons de l'eau des 7 sources, puis Nicolae Ceausescu a commandé d'autres analyses. Et enfin, plus tard, après 1990, des instituts allemands et français, comme Fresenius et Larex, ont établi que l'eau des montagnes du Bouchegui a des paramètres de pureté optimaux. Des hypothèses commencent à être émises, comme le passage de cette eau dans un puissant champ magnétique. On y reviendra. Des histoires circulent, comme quoi Ceausescu aurait fait fermer le site après que des militaires envoyés par lui aient découvert un immense lac souterrain. C'est une information à valider, car si elle est vraie, il est clair que l'on ne ferme pas un site pour une telle raison. Mais avant de continuer, vous connaissez peut-être pas cette région. Je vais vous laisser avec quelques images de ce que je vous disais tout à l'heure, ce fantastique pays, mais là on va se concentrer sur la région du Bouchegui, pour que vous sachiez de quoi on parle.
Il était important de vous montrer ces images pour vous imprégner de ce qu'on appelle les 7 sources. Alors vous allez me dire, pour certains, il n'y a pas de quoi faire un plat que de découvrir une eau pure avec des traces d'or à l'intérieur. C'est pas si, déjà c'est pas si, c'est unique hein, au monde. Et ceux qui se sont le plus intéressés à l'or, ce sont les alchimistes. Science totalement perdue à ce jour. On se demande bien pourquoi. On a vite fait de la résumer à vouloir la transformer l'alchimie en disant c'était des gens qui essayaient de transformer le plomb en or. Oh là 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 là, c'est pas du tout cela. L'alchimie a été transformée de nos jours en biochimie, mais qui n'a strictement rien à voir. L'alchimie a fait l'objet de nombreux ouvrages, et vous serez surpris de quoi ils traitent. Vous pouvez par exemple lire les grimoires de Paracels. Lisons ensemble son titre. Des nymphes, sylphes, pygmées, salamandres et autres êtres. Des forces de l'aimant, manuel de la pierre des philosophes, teinture des physiciens. C'est étonnant, non? Ce même Paracels cherchait ce qu'il appelait l'or potable, qui devait guérir de nombreux maux et rajeunir le corps. Un alchimiste français l'a trouvé. Il s'agit d'Armand Barbeau. Il donne, dans cet ouvrage, ce qui est un blasphème pour les alchimistes, la composition de l'or potable. Cet ouvrage, comme je vous l'ai montré, s'appelle L'or du millième matin. Le plus étonnant, et lorsqu'on cherche son nom dans Google, c'est un document PDF, tiens, qui arrive en premier. Un document non signé qui le ridiculise. Y aurait-il donc quelque chose à cacher? Si vous lisez cet ouvrage, vous allez être écœuré, car non seulement il a soigné de nombreuses personnes avec son or, mais il a proposé sa découverte à de nombreux laboratoires. Dans son livre, il nomme et cite les laboratoires ainsi que les noms de ses contacts. Ces laboratoires ont tous eu des essais concluants, mais ont tous refusé de commercialiser sa découverte. Cela vous étonne-t-il vraiment? Mais je ferai une émission spéciale sur le sujet. C'est juste pour vous dire qu'à mon avis, l'or monoatomique dont parle Sinamar dans son livre ne doit pas être quelque chose de bien différent de ce que nos alchimistes ont déjà trouvé. Mais bien évidemment, on ne voudra jamais dévoiler. Bien, retournons au Bouchégui. Juste à côté, dans un endroit du Bouchégui qui est très vaste, appelé Goura des Rails, encore un lieu étrange qui malheureusement, selon notre contact Eddy, a été complètement changé ces dernières années par l'arrivée massive de ce que je vais appeler les adorateurs des étoiles, ou des esprits, selon. Ils font des rites à longueur d'année, avec, tiens, la bénédiction des autorités. On se demande pourquoi. De plus, ils disposent partout de pierres pour leurs besoins, justement, de rites. Ensuite, d'autres font croire que c'est très ancien, mais pas du tout. Notre contact Eddy nous confirme que cela a moins de 20 ans, puisque, connaissant très bien la région, il n'y avait pas ces pierres avant. Mais derrière ce que l'on pourrait penser des illuminés, se cache une très puissante association, secte, le MISA, ou Mouvement d'intégration spirituelle en absolu, parrainé par un certain gourou, c'est le prénom, ça s'invente pas, Bivolaro. Gourou Bivolaro. Ils sont connus et craints en Roumanie. Ils occupent les réseaux sociaux et font la promotion du yoga. Décidément, tout semble tourner autour du yoga depuis 3 émissions. Mais ils ne font pas que promouvoir le yoga, ils influencent la politique. Ils ont par exemple lancé une action spirituelle le 14 décembre dernier, entre 18h et 18h45, pour le soutien paranormal du président américain. On retrouve le MISA fortement impliqué aussi dans la vie politique intérieure roumaine. Pour mes abonnés maîtrisant le yoga, je mets dans le descriptif de l'émission le lien vers leur chaîne.
c'est traduit en plusieurs langues, dont le français. Et j'aimerais bien avoir votre avis d'expert, parce que j'ai des experts du yoga parmi mes abonnés, sur leur pratique. Il y a de nombreux témoignages dans ces lieux de phénomènes météorologiques stupéfiants, notamment des formations de nuages incroyables en couleur. Regardons plutôt cela en vidéo. Alors certains parmi mes abonnés qui ont un œil attentif auront pu voir certaines formes dans ces nuages. Formes assez proches de ce que pourraient être des apparitions mariales. Évidemment, d'autres, les scientifiques, disent que c'est la décomposition de la lumière dans des cristaux de glace en suspension. Pourquoi pas? Certains ont un besoin vital de se raccrocher à des explications scientifiques. Néanmoins, moi, avec un esprit aussi cartésien que le leur, mais moins obtus, je leur réponds que le mont Bouchegui n'est qu'à 2500 mètres, que ce phénomène a lieu souvent. Alors, cela devrait être beaucoup plus fréquent sur des monts bien plus élevés que le Bouchegui. Or, au Bouchegui, il y a énormément de témoignages quand on discute avec les Roumains du Cru. Mais on peut aussi les retrouver sur l'internet roumain, où d'innombrables sites, d'innombrables blogs et de nombreuses chaînes YouTube nous montrent des phénomènes récurrents et incroyables, comme des arcs-en-ciel en plein soleil, des lumières étranges, sans parler des nombreux ovnis filmés de nuit, et beaucoup d'autres récits qui sont traités comme des légendes. Rappelez-vous, la vérité n'est jamais très loin des légendes. Mais il y a un endroit dans le Guraderai qui suscite énormément d'intérêt. Un endroit où la fatigue du corps disparaît. Et le corps humain se retrouvait entouré d'énergie positive. Pour trouver cet endroit en pleine montagne, c'est très difficile. Il faut tracer un triangle formé par les sommets des monts Omu, Kara-Ayman et Batrana. Et c'est un parfait triangle pythagoricien avec ses faces qui ont exactement la même distance. On voit que cet endroit est au centre et que d'autres triangles peuvent être dessinés. Mais là où c'est le plus intéressant, et que l'on a découvert avec Eddy que cette zone a suscité l'intérêt de nombreux spécialistes, dont des géologues, mais que leurs recherches ont toutes été subitement arrêtées, mais toutes sans exception, et sans explication aucune, en l'an 2000. Cela ne vous rappelle rien? Souvenez-vous de ce que disait Gérard Desforges. Justement, l'année de la découverte de la cavité au sein du mont Bouchedi par un satellite géodésique. Encore un hasard, me direz-vous. Cristi Iordache, un Roumain qui battait chaque année depuis 26 ans les montagnes au cœur de la Roumanie, a déclaré: Je sais que deux scientifiques roumains, Vasil Rudan et Dumitru Stanica, ont été empêchés de poursuivre les recherches dans ce domaine. Ce sont des ingénieurs spécialisés en géophysique et systèmes de navigation. J'y étais aussi récemment avec des scientifiques allemands spécialisés dans les sciences politiques et les systèmes de navigation. Martin Jensen et Marcel Wolters. Ils sont venus spécialement
d'Allemagne pour analyser ces perturbations magnétiques. Mais que viennent faire un spécialiste des sciences politiques et un spécialiste des systèmes de navigation? Le deuxième pourrait se comprendre. Ces champs magnétiques au-dessus de Bouchéguy ont pu perturber les systèmes de navigation. C'est peut-être, sans doute à cause de cela, ce qui a amené les US à faire survoler cette région par un satellite géodésique en 2000. Mais un spécialiste en système politique, il faut y réfléchir. Christie et Hordache continuent. Quand je suis rentré dans cette zone, j'ai senti que je respirais plus facilement et que je me sentais mieux. Et pas seulement moi. Bien que je venais à peine de vomir, car il y a une très grande différence de niveau sur une courte distance lorsque vous y arrivez. Mais vous vous sentez alors plein de puissance. Vous sentez déjà que vous avez atteint, dit-il, une zone cosmique. J'y ai rencontré 2 touristes et quand je leur ai dit que c'était la région, ils étaient fous de joie. Les spécialistes soutiennent qu'il s'agit d'un domaine où se produisent des anomalies magnétiques. Mais il semble que ces effets soient bénéfiques pour le corps humain. Vasil Roudan, spécialiste dans ce domaine, déclare que les anomalies géomagnétiques connues dans le domaine apparaissent dans les ruptures de failles, dans les reflets de l'écorce terrestre ou dans d'autres phénomènes géologiques de ce type qui sont enregistrés sous une forme atypique sur les diagrammes. Mais il s'agit de quelque chose d'inconnu, un profil de diagramme que même Stanica, l'un des meilleurs géophysiciens mondiaux, ne pouvait interpréter. À cette époque, nous avons aussi trouvé un autre type d'anomalie atypique que nous recherchons depuis longtemps et qui se manifeste, lui, par une émission de rayonnement pathogène, qui était encore d'origine inconnue. Pathogène, tiens. Alors d'un côté, nous avons du bon, quelque chose qui nous donne de la puissance et de l'énergie qui fait disparaître notre fatigue, et de l'autre, un rayonnement pathogène, c'est-à-dire l'inverse. Ils ont délimité une zone d'environ 1 km² où ces phénomènes apparaissent. 1 km², c'est pas mal. Alors, je ne peux m'empêcher à ce stade de faire un rapprochement. Et si par hasard, l'effet combiné de ce champ magnétique avec le fait de boire de l'eau de source pure contenant de l'or avait des effets démultipliés. C'est juste comme ça une intuition qui me traverse l'esprit. Une autre zone, plus petite, a été découverte entre Barbamar et le Sphinx. Un ami était dans cette zone et il eut les mains enflées. Mais rien ne lui faisait mal. Il racontait qu'il ne savait plus ce qui lui était arrivé depuis un moment. Et là aussi, nous avons de nombreux témoignages de gens qui ont l'impression dans cette zone d'avoir perdu connaissance à un moment où ils ne savent plus dire ce qu'ils ont fait les dernières minutes. Ce qui est plus surprenant encore est ce que racontent justement ces 2 Allemands. Ils ont découvert des cristaux de quartz que je vais vous montrer ici en photo, d'une grande pureté et d'une grande valeur. Les voici en photo avec Christie et Hordache au centre. Ils déclarent: ensemble, nous avons détecté des formations géomorphologiques d'un intérêt particulier, parmi lesquelles la masse DACE. DACE, D-A-C-E, l'ancien peuple ayant vécu en Roumanie. Peu connu, mais aussi la veille, tenez-vous bien, un complexe architectural bien structuré que nous avons appelé le temple. Aurait-il découvert, par hasard, une entrée, avant d'être interdit de continuer leur fouille? Que dit Sinamar? Que c'est quelque chose, cette cavité, effectivement, très étrange. Bien entendu, il y avait des, raconte Sinamar, des appareils qui dépassent la compréhension humaine. Mais si ces Allemands, avec leur guide, ce serait
tellement incroyable de penser qu'il puisse l'appeler le temple, sans évidemment avoir eu accès à tout, puisque je vous rappelle que dans les livres, Sinamar nous raconte que c'est quelqu'un avec des facultés parapsychiques étonnantes, César Brad, qui a réussi à aller bien plus loin dans le complexe. Mais on pourrait supposer qu'avant le complexe technologique, il y a d'autres choses. Alors, pendant cette période de vacances, difficile d'enquêter plus loin. Mais je vais demander à des contacts allemands d'essayer de retrouver ces deux, justement, scientifiques allemands et essayer, pourquoi pas, de leur poser des questions. Notre contact, Eddy, que Gérard Desforges a rencontré physiquement, je vous le rappelle, est originaire de cette région. Il sait que des choses bizarres s'y passent bien avant la sortie des livres de Radu Sinamar. Il m'a raconté une histoire que je vais vous relater. Il partait souvent plusieurs jours dans le vaste secteur autour du Bouchégui. Il passe une nuit dans un chalet de montagne. Et là, il fait la rencontre d'un colonel roumain à la retraite, qui veut lui montrer une entrée dans la montagne. Il parle d'une porte dans la montagne qui coulisse. Et dit, bien sûr, méfiant, sachant pas à qui il a affaire, fait semblant de ne pas comprendre et lui pose des questions. Il s'approche de l'endroit et, avec des jumelles longue portée, aperçoivent deux militaires qui fument. Comme vous le voyez sur la photo, ils sont encore très loin. Voilà la photo de l'endroit vu d'où ils étaient et l'endroit où ils voyaient les deux soldats fumer. Déjà, la question que l'on peut se poser est: que font deux militaires au milieu de nulle part? Le colonel, qui a l'air de savoir des choses, dit: viens, on va s'approcher l'air de rien et on dira que l'on est perdu. Ils s'approchent, mais quand ils arrivent, plus aucune trace des deux soldats. Ils inspectent le rocher, mais rien. Eddy décide alors de l'escalader. C'est un grand sportif et détache un gros morceau de rocher pour le faire tomber. Et là, aux surprises, le sol vibre et cela résonne. Il redescend vite fait, rejoindre le colonel, quand deux personnes issues de nulle part, mais dans des uniformes cette fois-ci très sombres, leur demandent ce qu'ils font là. Le colonel à la retraite sort son identité militaire et s'étonne de leur tenue en leur demandant à quel corps d'armée ils appartiennent. Et là, de manière très froide, ils lui répondent que c'est eux qui posent les questions et qu'ils doivent partir. Le colonel semble vexé, pas d'habitude qu'on lui parle ainsi. Il insiste en demandant pourquoi ils devraient partir. Ils répondent que la zone est interdite, ce que fait semblant de ne pas comprendre le colonel. Les deux individus prennent alors un talkie-walkie. Au bout de quelques secondes, sortis de nulle part non plus, nos amis voient une Jeep arriver qui, sans ménagement, les emmènera très loin. Eddy a souvent passé de longues nuits, de longues journées, de longues semaines, seul dans le Bouchégui, à essayer de suivre des traces, à essayer d'apercevoir des choses. Il en a vu des choses. Là, il me faudrait une émission d'une journée pour vous raconter tout ce qu'il a vu, y compris des ovnis, des triangles noirs, des ovnis bleus de 1,20 m. Mais ce qui le surprend surtout, c'est toujours d'apercevoir de gros 4x4 vitres fumées, immatriculés à Bucarest, la capitale, sillonner ces montagnes perdues. Que font ces 4x4? Que font ces hommes en armes? Que font ces hommes en uniforme que l'on ne connaît pas? Ils surveillent tout, y compris des grottes comme celle-ci, accessibles au grand public, hein, que lui-même a visité de fond en comble. Sauf que des fois, il voit des gens y entrer et ne pas en sortir. Et il est très patient, il dit, il peut attendre des heures et des heures. Que feraient des gens comme ça, en pleine journée, dans une petite grotte? Mais vous pouvez pas vous imaginer le nombre de témoignages hallucinants sur les sites roumains. Heureusement qu'il y a les traducteurs automatiques, mais c'est pas suffisant. Heureusement, Eddy me bombarde de bons sites, car je peux pas aller sur un site, mettre le traducteur en route, voir de quoi il parle, et ensuite lire. Comme ça, je gagne un temps fou. Donc on fait une belle équipe, lui et moi. Ça m'économise un temps énorme. Et donc il m'a envoyé un lien sur un site spécialisé, consacré aux alpinistes et aux guides de haute montagne. Vraiment un site ultra spécialisé.
je comprends rien, même traduit, ce qu'ils disent, mais dans la rubrique témoignages, on peut trouver justement deux personnes, deux alpinistes, qui sont passés, qui ont dormi dans cette grotte. Voilà, la grotte que je vais vous montrer là, voilà, parce que surpris par la nuit. Grotte aussi que Eddy connaît pour avoir visité, mais il n'a jamais dormi de nuit là-bas. Et ces deux alpinistes racontent que toute la nuit, la grotte a tremblé. Des bruits identiques à ceux du passage de métro se succédaient à intervalles réguliers. On aurait dit une voie ferrée souterraine. C'est quand même étonnant. Eddy, évidemment, retournera en Roumanie dans la région, continuer à investiguer sur place. On lui fournira du matériel nécessaire pour filmer de nuit, pour enregistrer des sons. Ça va être somptueux. On lâche pas l'affaire. Donc voilà, restez abonnés. Ou si vous voulez pas vous abonner, vous appuyez sur la touche, la petite cloche là, c'est les notifications quand je vous envoie des vidéos. Ça vous êtes juste informés. Merci à Eddy, merci à Gérard Desforges. Voilà, c'était les nouvelles fraîches du Boucher Guy. On lâche pas l'affaire, on continuera en 2020, bien entendu. Bon, maintenant, on va s'intéresser à une petite rétrospective, vous allez voir, fort amusante, et un compte-rendu sympathique de l'année 2019 et de face à face. Oh, comme c'est étonnant cette rétrospective de 2019. L'année dernière, je vous avais même consacré une émission spéciale, tant les découvertes étaient assez fantastiques en 2018. Cette année, quand vous allez sur les sites mainstream et que vous regardez ce qui a le plus retenu l'attention du grand public en découverte, c'est la photo du trou noir. Même les médias mainstream du style BFM TV ont passé en continu la conférence de presse pour annoncer cette photo du trou noir. Et des gens qui s'intéressaient absolument pas à ça étaient collés à leur poste de télé en disant « Ah, dis donc, la photo d'un trou noir. » Voilà. C'est assez extraordinaire de constater ça. C'est un petit peu comme très peu de gens s'intéressent à l'ufologie, mais dès qu'il y a un film grand budget sur une invasion extraterrestre, alors là, il fait des entrées mirobolantes. Moi, ce que j'ai retenu de cette conférence, c'est qu'on devait nous montrer la photo de notre trou noir central de notre galaxie. Et on n'a rien eu. Ils ont dit qu'ils avaient eu des problèmes techniques. Mais on va bientôt être le 31 décembre 2019, et il n'y a toujours pas de photo de notre trou noir central de notre galaxie. Y aurait-il un loup? Par contre, récemment, on a découvert un autre trou noir dans notre galaxie qui interpelle les scientifiques, car il a une masse supérieure 70 fois à celle du Soleil. Il est situé à 15 000 années-lumière de la Terre. Et cet objet céleste intrigue tellement les scientifiques que cette découverte est décrite comme fantastique. Il pourrait s'agir d'un nouveau type de trou noir à propos duquel il reste à définir le pourquoi et le comment de sa masse. Encore une preuve qu'on ne sait rien. En 2019, on a aussi découvert une nouvelle espèce humaine aux Philippines, plus particulièrement sur l'île de Luçon. Les restes de 13 fossiles différents ont été analysés. Il en ressort que cette espèce présente des éléments au caractère très primitif ressemblant à ceux des Australopithèques et d'autres modernes proches de ceux de l'Homo sapiens. On l'a appelé Homo luzonensis, qui était probablement petit et vivait il y a plus de 50 000 ans. Et là, il faut vraiment lire le livre que je vous avais présenté à plusieurs reprises de Pietro Buffa, Les gènes manipulés d'Adam. Mais j'étais un petit peu désespéré, mais aujourd'hui même, ce matin, en faisant la presse, est tombée une découverte extraordinaire. Découverte qui va avoir de nombreuses conséquences. Saviez-vous que pour certains chercheurs, il existerait un univers ou un plan où la vitesse de tout objet est supérieure à la vitesse de la lumière? Cela ressemblerait beaucoup au monde de l'astral, décrit par beaucoup, notamment dans les sorties de corps. Or voilà que des scientifiques ont réussi à envoyer instantanément des informations d'une puce informatique à une autre, sans qu'elles soient physiquement connectées. Ils parlent, eux, de téléportation, mais je pense que ce terme est très mal approprié. J'ai toujours dit que
de l'étude de la physique quantique viendrait la réponse à beaucoup d'interrogations. J'avais déjà terminé cette rubrique quand tout d'un coup je viens de tomber sur une nouvelle sensationnelle qui clôt en beauté cette année 2019 pour les découvertes. Parce que figurez-vous que dans mes émissions, sur l'émission Apollo, mes émissions sur la Lune, la vérité cachée de la Lune, je disais qu'on ne pouvait se rendre sur la Lune car elle était piézoélectrique. Je faisais référence à cela aux travaux de Émile Pinel et surtout de Jacqueline Bousquet, qui disaient que l'homme ne peut aller sur la Lune car celle-ci est piézoélectrique. J'ai 2 émissions sur Jacqueline Bousquet sur cette même chaîne. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient de découvrir ? Regardez bien, l'absence d'atmosphère et de champ magnétique de la Lune signifie que les particules du Soleil touchent directement la surface lunaire. Cela confère à celle-ci une charge électrique, et cela signifie que les futurs astronautes courent le risque d'être électrocutés lorsqu'ils visiteront la Lune, selon les recherches du physicien Joseph Wang de l'Université de Californie du Sud, États-Unis. L'équipe de Wang a constaté que la surface lunaire chargée électriquement soulève des inquiétudes quant au risque possible de charge et de décharge pour les astronautes sur la surface lunaire, selon le résumé de l'article de son équipe présenté à la réunion de l'Union américaine des géophysiques de cette année à San Francisco. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description de la chaîne. Ce n'est pas sans rappeler, dans une moindre mesure, le choc électrostatique que vous ressentez lorsque vous êtes frotté les chaussettes sur un tapis et que vous touchez une poignée de porte métallique. Sauf que sans atmosphère, vous n'auriez pas besoin d'entrer en contact avec la poignée de porte sur la Lune. Alors la question que vous devez vous poser actuellement est pourquoi les astronautes n'ont pas encore été électrocutés ? Car les zones qu'ils ont visitées lors des précédentes missions étaient baignées par la lumière directe du Soleil, selon Wang. On essaye de sauver le soldat Apollo. Et les photons de cette lumière ont aidé à équilibrer la charge autrement négative de la surface, rendant les chocs beaucoup moins probables. La NASA veut faire atterrir des humains sur le pôle sud de la Lune où la lumière du Soleil frappe un angle faible où des régions ombragées en permanence contiennent de la glace et de l'eau. On va voir s'ils le font. On va voir si les diverses missions de Amazon, SpaceX, tous ceux qui ont prévu d'aller sur la Lune avant 2024 vont faire ça. Pour Jim Rice, un scientifique au Planetary Science Institute en Arizona qui n'a pas participé à l'étude, l'électrocution ne devrait être une véritable préoccupation pour les astronautes. Mais il n'exclut pas des problèmes avec de plus grandes opérations futures, telles que celles qui pourraient impliquer des engins transportant des grandes quantités de matériaux autour de la Lune. Et donc là, je vous mets le détail de cette étude. Alors bien évidemment, aujourd'hui, il faut bien être conscient que quand les physiciens découvrent des choses, après ils disent attends, mais si on publie ça, oh là là, on va tuer les missions Apollo, alors on va dire que oui, mais si on est... Non, c'est toute la Lune qui est piézoélectrique. Jacqueline Bousquet avait raison. On va vivre des années avant 2024, parce que là les annonces sont trop fortes avant 2024, les différentes États, pays, entreprises privées comme Amazon, qui ont dévoilé leur programme lunaire. On va voir où ils atterrissent, on va voir ce qu'ils font, on va voir ce qui leur arrive, et surtout, on va voir si vraiment ils le font. Parce que là, il va falloir qu'ils donnent des explications si personne n'y va, parce que les annonces sont trop énormes. Et quand je pense encore au directeur de l'Institut de l'ESA, qui dit que aller sur la Lune, c'est comme... c'est comme c'est vous et moi, on joue aux cartes, quoi. C'est aussi simple que ça. Ben oui, mais pourquoi personne n'y est allé ? Pourquoi les Chinois, qui sont si vindicatifs, regardez, les Chinois envoient une sonde, soi-disant, une sonde sur la Lune, et ça fait la une de tous les journaux. Les Israéliens y envoient une sonde sur la Lune, ça fait la une de tous les journaux. Les Indiens envoient une sonde sur la Lune, ça fait la une de tous les journaux. Alors imaginez l'impact que donnerait sur la population mondiale le fait qu'un Chinois, qu'un Indien, qu'un Japonais, qu'un Israélien pose le premier pas sur la Lune. Vous allez me faire croire qu'en bientôt 2020, avec les technologies que l'on a, où ce simple iPhone a plus de puissance que l'ensemble du programme Apollo, que quand vous faites, vous, une recherche sur Google, n'importe quelle recherche que vous faites sur Google, développe une puissance de calcul supérieure à l'ensemble
du programme Apollo. Il faut en être conscient, ça, hein, je vous l'ai expliqué dans des émissions. N'importe quoi. Vous cherchez tulipe de Hollande, Google, ça développe une puissance de calcul pour vous donner instantanément le résultat supérieur à l'ensemble du programme Apollo. On va bien rire dans les années qui viennent, et les débunkers professionnels qui nous ont bafoué, Massimo, moi et bien d'autres, on pourra leur dire bye bye. Alors j'en profite car beaucoup d'entre vous me demandent une liste de lectures. Profitons-en pour les satisfaire. Pour les autres, prenez de quoi noter. Et si un livre vous intéresse, je vous ferai une émission dessus. Il suffit de m'écrire, je vous laisse mon email. Car certains livres que je vais vous présenter ne se vendent plus qu'au marché de l'occasion et certains peuvent atteindre un prix élevé. Je vous montre souvent des livres dans mes émissions, comme dans celle-ci par exemple, où je vous ai montré ce livre de Armand Barbeau. Mais il y a une émission, la seule conférence que j'ai tenue à ce jour, qui s'intitule Ufologie paranormale, apparition mariale, nos origines, où je vous en présente une cinquantaine, qui sont la base. Alors pour ceux qui veulent vraiment lire, vous regardez cette émission et vous notez à chaque fois les livres que je vous présente dans cette émission. J'ai dû vous présenter cette année, je ne sais pas, quelque chose comme environ 200 livres dans mes émissions. Alors, je vais essayer ici de vous indiquer des livres jamais montrés dans celle-ci. Une petite sélection, rien que pour vous. Avec des livres que vous n'avez peut-être jamais entendu parler pour certains. Alors, je lis aussi l'italien et l'anglais. Alors, je vais vous présenter aussi des livres en italien et en anglais. Peut-être que des éditeurs regarderont cette émission et cela leur donnera envie de les faire traduire. Sinon, vous m'écrivez et je vous fais une émission dessus. On y va? Vous êtes prêts? Alors, je tiens à vous préciser que je pars toujours du principe que moi, je ne sais rien. Donc, évidemment, c'est pas parce que j'ai des idées que je ne vais pas lire des livres auxquels, au départ, je suis a priori pas d'accord. J'aime tout lire pour confronter justement les idées et analyser. Comme je vous l'ai dit dans l'émission, il ne faut pas être obtus d'esprit, il faut être ouvert, car personne ne détient la vérité, personne ne sait rien, et c'est juste en étudiant les différents travaux, qui des fois partent dans des sens inverses de tous les chercheurs, que l'on peut se construire un esprit très critique, et une pensée, on va dire, un peu plus évoluée que ce que l'on veut bien nous dire. Alors en partant sur la dernière découverte que je vous ai indiquée du 29 décembre de cette transmission instantanée supérieure à la vitesse de la lumière que les scientifiques ont découvert, il y a un livre qui est basé là-dessus, du professeur Régis Dutuel, L'homme super lumineux, et de sa fille Brigitte. C'est assez fantastique à lire, car là, on va découvrir une thèse, une théorie d'un univers super lumineux, c'est-à-dire au-delà de la vitesse de la lumière. Je pense que je ferai une émission sur ce livre parce qu'il peut être assez capital. Je vous en présente un autre, Harmonique 695, qui évidemment n'est plus sur le marché du neuf, je pense. C'est quelqu'un qui a étudié, Bruce Cathy, une ex-commandant de bord de l'aviation civile néo-zélandaise, décidément, qui a observé et étudié les ovnis depuis 1952. Dans ce livre, résultat de 10 ans d'enquête, elle trouve des analogies sur le positionnement des ovnis par rapport à nos observations. Ici, un livre de Jean Jordi sur le fabuleux pouvoir des pyramides. Il a étudié les pouvoirs cachés des pyramides. Là aussi, je voulais faire une émission, j'espère qu'on la fera au printemps, avec un ami à moi qui utilise des formes pyramidales dans son jardin. Alors je lis pas surtout pas, que de l'ufologie ou de l'extraordinaire, j'adore aussi, mais toutes sortes de lectures. Là j'ai relu le fantastique dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu de Maurice Joly. C'est une pépite. Un livre en italien qui devrait être traduit en français.
les phénomènes des apparitions mariales étudiés par mon ami Corrado Malanga, associé à Roberto Pinotti. C'est une pépite. Si vous voulez, je vous en parle si personne ne traduit ce livre. Ici, nous avons encore un vieux livre de Michel Granger, La face cachée du ciel. C'est le livre noir de la conquête de l'espace et de la Lune. On apprend aussi de belles choses et qui recoupe certaines de mes théories que je développe dans la vidéo qui a eu le plus de succès cette année, La vérité cachée de la Lune. Enfin, je me suis acheté le Code Gladio de Marc Delantre. Là, c'est un peu... on va rentrer dans le monde secret des armées secrètes, Gladio, dont je vous ai déjà parlé. Il est intéressant à lire. Voilà. J'ai toujours pas compris comment le code fonctionnait, mais il faut le lire. Ici, un livre d'un collectif d'auteurs, L'origine du monde. C'est l'origine de l'esprit, de l'atome, de la matière, de l'univers, d'où venons-nous. C'est là aussi, on apprend des informations intéressantes et une certaine façon de penser. Ici, nous avons un vieux livre de Patrice Gaston, Les énigmes de l'univers. Vous disparaîtrez peut-être demain. Certains ont repris à succès ce genre de choses, et lui, il évoque une théorie très intéressante aussi. Un livre du docteur Raymond Bernard, La Terre creuse, la plus grande découverte géographique de l'histoire humaine, avec de belles informations. Un livre fantastique de José Frendelvel, L'or des étoiles, nouveau regard sur le système solaire. Ce livre peut paraître des fois un peu complexe à lire parce qu'il y a beaucoup d'éléments mathématiques et scientifiques, mais c'est une véritable petite pépite et merveille. Le livre absolument à avoir acheté cette année, l'intégrale du regretté Serge Monast. Voilà, il a été publié en version intégrale. C'est à lire, je me pas, on ne discute pas, c'est à lire. Un livre en italien, Les découvertes archéologiques interdites. C'est bourré d'enseignes, j'espère aussi. C'est Marco Pizzuti. Là aussi, j'espère qu'un éditeur français, ça marche assez bien, les archéologies interdites, prendra contact avec l'auteur pour avoir l'autorisation de le traduire en français. Un livre assez étonnant de Stan Deyo, La conspiration cosmique. C'est une autre vision de l'approche du phénomène OVNI, très intéressante aussi à lire. Un livre étonnant, Le champignon magique, Secret des pharaons. Je vous en dis pas plus. Et mais souvenez-vous d'une émission que j'ai faite avec mon ami Jean-Pierre sur les capacités fantastiques des champignons. Des fois, il y a tout qui se recoupe. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté celui-là, mais c'est le dernier ouvrage du docteur Alexander Eben, Voyage d'un neurochirurgien au cœur de la conscience. Vous savez, c'est ce neurochirurgien Alexander Eben, fameux aux USA, qui avait souvent des témoignages d'expériences de mort imminente racontées par ses patients, qui n'y croyaient pas, qui essayaient toujours d'expliquer cela par des phénomènes électriques du cerveau, jusqu'au jour où ça lui arrive à lui. Hein, un petit peu comme au début de l'émission, jusqu'au jour où on voit quelque chose. Bon, lui, au moins, il a évolué. Un livre qui n'a toujours pas été traduit en français, c'est vraiment dommage, de mon ami Mauro Biglino et mon ami Pietro Buffa, Rendu humain. Ce livre est juste extraordinaire, je ne comprends pas qu'il ne soit pas encore traduit en français, ou alors j'ai raté un épisode, je ne sais pas. En tout cas, s'il a été traduit en français, achetez-le. Un livre qui vaut... Ah, j'aime pas cette lumière qui change. Un livre qu'il faut avoir lu, Le roi du monde, de René Guédon. Ah, là, c'est une passion. On parle de Ettore Majorana, un livre de Jordi Bonels, la deuxième disparition de Majorana. Ettore Majorana, va falloir que je vous fasse une émission dessus. C'est un physicien italien. Étienne Klein l'appelle le physicien absolu. Absolument inconnu en France. Oh là là. Et là, je me rends compte, mais j'ai des tonnes d'émissions à vous faire, c'est juste hallucinant, quoi. Un film d'un politique, un livre d'un politique, Philippe de Villiers. J'ai tiré sur le fil rouge du mensonge et tout est venu.
Alors là, on s'en fout des idées politiques des uns et des autres. Souvent on me dit ah mais toi ce site-là, il est pro-américain, celui-là il est pro-israélien, celui-là il est royaliste, celui-là il est... Et je m'en fous moi de la couleur politique. Moi je lis. C'est le fond qui m'apporte, c'est pas la forme. Tant qu'ils transmettent pas des messages abominables dessus. Et là ce livre c'est juste une pépite pour savoir tout savoir sur le secret de la construction européenne. Pour les pro-européens, lisez ça, vous allez vite devenir... Vous allez être halluciné. Ah, un livre que j'ai adoré. Un vaisseau spatial nommé Lune, de Don Wilson. Là aussi, ça regroupe un petit peu mon émission, La vérité cachée de la Lune. Il y a de vraies pépites à lire, hein, je vous le dis. Un livre qui est dans la mouvance de Gladio, que je vous ai présenté, de Serge Monast, Les armées secrètes de l'OTAN. Voilà. Et ça, c'est de Daniel Glanzer. C'est bourré d'informations, c'est à lire. Et voilà, les bisounours vont tomber de leur chaise. Là, je vous présente un de mes auteurs favoris. Lyall Watson. Histoire naturelle du surnaturel. C'est un biologiste. Il y a plusieurs livres dessus. C'est des livres qui devraient être étudiés à l'école, quoi. Faut que je vous fasse une émission sur Lyall Watson. C'est juste impossible de ne pas en faire. J'avais prévu de faire une émission, c'est avec le docteur Florence Pousset et mon ami Jeremy Donnan. À la frontière du visible et de l'invisible, les médecines bioélectrophotoniques. Il y a une avancée spectaculaire dans le domaine de la médecine russe avec des machines extraordinaires. Et on fera une émission avec Jeremy Donnan. On invitera évidemment le docteur Florence Pousset à venir. Ils ont pris une avancée, les Russes, dans ce domaine assez incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont une nouvelle médecine qui rejoint à la fois les préceptes de la médecine ayurvédique indienne, de la médecine chinoise, et eux, ils ont réussi à mettre tout ça dans des ordinateurs et en faire quelque chose de vraiment spectaculaire. Je l'ai testé, j'ai des vidéos de moi testant ces machines-là. C'est assez incroyable. C'était déjà fou, ça va faire 1 an que Jérémy était venu chez moi à la maison me faire une démonstration. Les Vimana, je vous en ai parlé il y a peu. Voici un livre signé aussi de Corrado Malanga sur ces fantastiques Vimana indiens. Et tiens, comme je suis avec Malanga, un livre pépite sur la conscience retrouvée et sa méthode TCT. Bon, là, c'est trop long à vous expliquer parce qu'il me faudrait 2 heures pour vous expliquer cette méthode, ce qu'elle apporte. Là aussi, il faut que les éditeurs traduisent ces livres, quoi. Un livre que j'ai déjà présenté à des éditeurs pour qu'ils le traduisent, mais rien à faire, ça c'est écrit en américain, même si c'est quelqu'un d'origine italienne, Amadeo Giannini, qui l'a écrit, Worlds Beyond the Poles. C'est spectaculaire, vraiment spectaculaire. Allez, je termine parce que sinon je vais vous saouler. Le dernier, mais non pas le moins fameux, vous savez que j'ai fait une émission sur le fantastique Manly P. Hall. Manly P. Hall. Il y a une émission cette année que j'ai faite sur Manly P. Hall. C'est à lire, quoi, parce que jamais quelqu'un n'a été... je connais personne d'aussi érudit que cet homme-là, quoi. Et rappelez-vous qu'il a été nommé au 33e grade de la franc-maçonnerie. Alors, peu importe de la franc-maçonnerie, soyez anti-FM, pro-FM, c'est pas ça. C'est il faut monter les échelons, sauf lui. Voilà. Au plus haut échelon, tellement son savoir était immense. Ces livres n'étaient pas traduits en français, et nous avons Maria de la librairie Odyssée, que je vous présente souvent, qui a pris son courage à deux mains et qui a fait traduire ces livres. Et donc là, le premier, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas acheté les autres tomes en français de chez Maria. C'est un pur scandale. et donc là, j'avais acheté le premier tome, Manly P. Hall, Les enseignements secrets de tous les âges, chez la librairie Odyssée. Franchement. Ah, vous aimez l'Égypte? Lisez Manly P. Hall. Voilà, vous avez de quoi lire, pour ceux qui me demandaient des livres, plus tous ceux que je vous ai présentés en 2019, plus tous ceux que je vais vous présenter en 2020. Donc s'il y a des livres qui vous intéressent plus que d'autres, bah vous m'écrivez en me disant Sylvano, allez, sois sympa, fais-nous une émission là-dessus. Il n'y a vraiment aucun souci.
on va juste en profiter pour faire une petite rétrospective de l'année 2019 de Face à Face, hein, parce que c'est votre émission. Je la fais pour vous. Eh bien, cette année, Face à Face, c'est 63 émissions. Plus d'une émission en moyenne par semaine. Bon, j'ai été aidé en cela, bien entendu, puisqu'il y avait des émissions qui ont été toutes faites, hein, apportées par Gérard Desforges, des émissions extraordinaires. Mais aussi, il y a eu cerise sur le gâteau, je les ai pas comptées, mais il y a eu quasiment une publication par jour dans ma communauté. Vous n'êtes pas assez nombreux à venir. Je publie tous les jours. Alors pourquoi je publie tous les jours? Parce que certains, entre les livres que je lis, que je vous présente, les émissions que je fais, mon travail, je rappelle à ceux qui ne me connaissent pas que je suis dirigeant d'entreprise, mais ils me disent mais attends, mais comment tu fais? Alors je vais vous raconter ma journée type. Je me lève tôt. Je suis un lève tôt, 5 heures du matin, je suis réveillé. La plupart du temps, sans réveil. Alors, une vraie machine, quoi. Hiver comme été. Des fois en été, même un peu plus tôt. Et là, la première chose que je fais, c'est d'aller surfer, voir la presse sur le net. J'aime avoir des informations. Alors des fois, ça me prend pas beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à lire. Et des fois, il y a 1 ou 2 articles intéressants à lire. Et donc, j'en profite pour vous le publier sur la communauté. Moi, ça me prend à peine 3 minutes de vous écrire un petit article là-dessus. Et ça, je consacre. Après, je bosse un peu, je traite mes emails professionnels. Et puis après, bah voilà, j'amène ma fille à l'arrêt de bus, je suis dans les embouteillages. Dans les embouteillages, j'aime bien écouter, cette fois-ci, BFM Business, radio d'information économique et qui traite l'information de façon sans arrière-idée politique et puis qui ne traite pas des sujets mainstream qui ne m'intéressent absolument pas. Ensuite, arrivé au boulot, si je suis en déplacement ou si j'ai des déjeuners d'affaires, je déjeune, mais j'évite. Et donc, la plupart du temps, entre midi et 2, je ne déjeune pas, ce qui m'économise énormément de temps. Je trouve qu'avec l'activité que je fais, je travaille pas dehors, je travaille ni sous la chaleur ni sous le froid, je ne fais pas de travail physique, un repas par jour est amplement suffisant, car je ne petit déjeuner pas non plus le matin. Café par contre, oui, alors là, sans aucun problème. J'en profite entre midi et 2 pour venir vous faire un petit coucou, répondre à des commentaires sur YouTube. Et la journée se termine, l'après-midi boulot, rentrer le soir, cuisine, devoir avec ma fille, voilà, je ne regarde pas la télé, ça ne m'intéresse absolument pas, sauf s'il y a des trucs assez... mais ça c'est réservé plutôt au week-end, quoi. Là par exemple j'ai regardé la série, en accéléré quand même, le projet Blue Book, dont je vous ai parlé dans ma communauté, qui était assez sympa. Et donc on va dire qu'à partir de 21h30, 22h, voilà, je suis libre, j'aime lire, donc je lis. Je lis 2-3 heures par jour, au minimum. Je lis assez vite quand même. Il ne faut pas beaucoup de temps pour lire une page. Il y a aussi des méthodes pour apprendre à lire vite. J'en profite aussi pour répondre à vos commentaires. Et voilà, je vais au lit vers 12h30, 1h du matin. Les week-ends, j'ai eu beaucoup plus de temps. Si je travaille pas, il m'arrive aussi de travailler le samedi. J'ai beaucoup plus de temps. Soit je le consacre totalement à ma fille, soit quand elle n'est pas là, et je le consacre à vous, à faire des émissions, à lire. Il y a aussi les amis, bien sûr. Voilà, donc c'est ma passion, lire, mais depuis tout petit. J'essaye d'inculquer cette passion à ma fille, bien que je sais qu'en 2019, en 2020 bientôt, c'est beaucoup plus difficile pour les jeunes parce qu'ils ont Internet. Je pense que si moi, à son âge, j'avais eu Internet, je crois qu'on aurait dû me décoller de l'écran. Mais je pense que donc j'ai gardé cette passion du livre et que les jeunes, c'est un petit peu plus difficile maintenant. Mais j'essaie quand même de lui inculquer le plaisir de lire, le plaisir d'avoir un livre en main et le plaisir d'apprendre. C'est ça qui est passionnant. Acheter un livre sans vraiment connaître ce qu'il y a dedans, le découvrir, c'est fabuleux. Alors la grande majorité des émissions que j'ai réalisées cette année ne m'ont pas pris beaucoup de temps, car ils sont issus de recherches personnelles que j'ai déjà eues avant.
Je découvre pas le monde à mon âge. Ou alors des vôtres, comme celle avec Massimo Mazzucco. Si j'avais eu beaucoup plus de temps, je pense que j'aurais pu vous faire une centaine d'émissions en plus sans aucun problème. Vous voyez déjà rien qu'en évoquant certains livres. L'idée de faire des émissions me prend pour vous les faire découvrir. Alors il y a aussi eu l'envers du décor, hein, lié à la chaîne. Car j'aborde des sujets que certains n'aiment pas voir abordés et cela crée des ennuis. Vous souvenez de ce qui m'est arrivé le 5 juillet dernier. J'ai reçu un avertissement YouTube qui m'a supprimé mon émission sur le 11 septembre, qui dans la foulée m'en supprimé une autre sur un remède alternatif, et j'ai été donc bloqué de publication. Et si j'avais eu un troisième avertissement, ma chaîne, comme beaucoup d'autres, aurait tout simplement fermé. J'ai dû alors demander à 2 de mes avocats de prendre l'affaire en main, c'était épique, mais ils ont réussi à faire remettre l'émission sur le 11/9, mais l'autre non, car figurez-vous que ce remède est expressément cité comme dangereux dans le règlement YouTube. Ici, malheureusement, on est sur YouTube. On peut dire ce que l'on veut, c'est le premier média alternatif, point final, barre. On peut publier gratuitement, ils nous mettent quand même des fermes de serveurs en échange pour cela, et en échange, on se doit effectivement de respecter leurs règlements, sauf quand eux-mêmes vont au-delà de leurs propres règlements. Mais en plus, cette année, j'ai dû de nouveau faire appel à mes avocats une fois pour arrêter des allégations diffamatoires d'une femme possédant également une chaîne YouTube. J'en avais parlé sur ma communauté et sur ma page perso Facebook. Donc elle s'est très vite calmée, mais là aussi, il a fallu faire plusieurs échanges de courrier avec les avocats. Et j'ai dû de nouveau embaucher mes avocats car j'ai reçu une plainte officielle d'un juge d'instruction me visant, car j'ai traité une personne que je ne vais pas nommer ici, l'instruction étant toujours en cours, de pitre. Donc voilà, c'est la diffamation. J'ai donc dû engager beaucoup de frais d'avocat, parce que évidemment c'est des avocats parisiens, ça coûte pas, c'est pas gratuit les avocats, mais c'est pas grave, ça fait tourner le commerce, et je les remercie ici tous les deux, parce que ils doivent me supporter tout de même. Des fois, ils doivent regarder mes émissions, ils doivent se dire, oulala, il est bizarre Sylvano. Mais ils sont super sympas tous les deux. Voilà. Mais je me plains pas, parce que figurez-vous que sur la même période, j'ai rien à vous cacher. Moi, je peux vous parler de tout. Je sais qu'en France, on a du mal à parler argent, tout ça. Mais je vais vous montrer. YouTube m'a versé sur la même période cette année 3180 $. C'est en dollars, hein, mais bon, on les transforme en euros, ça fait 2840 € de revenus publicitaires. Comme vous pouvez le constater sur les données analytiques de ma chaîne, où l'on apprend dans le même temps que sur la même période de 1 an, vous voyez en haut à droite, mes émissions ont généré 2 millions de vues pour près de 672 000 heures de visionnage et plus de 15 000 nouveaux abonnés. Waouh! Là, je suis stupéfait parce que les sujets que je traite, une fois de plus, je vous le répète, c'est pas des sujets bisounours, c'est pas des sujets qui font peur, c'est... Voilà. Donc, merci à vous. Mais, vous voyez, quand je vous dis que YouTube rapporte gros, certains ne croient pas. Mais ce qui est le plus dingue, c'est que moi, je vous mets le strict minimum comme publicité. J'essaye à chaque fois de ne pas oublier d'enlever les écrans publicitaires, vous savez, ceux que vous êtes obligé de regarder pour continuer l'émission, ou qui viennent couper l'émission en plein milieu, quoi. Hein. Parce que sinon, mes revenus seraient plus que doublés. Mais le pire n'est pas là. C'est que une importante partie de mes vidéos ne rapporte aucun revenu. Exemple, on parlait du 11/9, à 0. Donc imaginez 2 secondes une chaîne avec 25 fois plus d'abonnés que moi, beaucoup plus de vidéos publiées dans l'année que moi, avec des écrans publicitaires forcés, avec bien évidemment, vu les sujets wikipédiesques qu'elles traitent, dans ce cas-là, elles n'ont aucune censure et toutes les vidéos passent. Vous pouvez alors aisément multiplier mes revenus par 50. Pour connaître une chaîne qui aurait 25 fois plus
d'abonnés. Ceci répond souvent à une question que j'ai souvent, qui finance les débunkers professionnels? Alors quand je parle de débunkers professionnels, faut pas croire qu'ils ont un patron, une patronne, et ils obéissent à des ordres. Non, des débunkers professionnels parce qu'ils en font un quasi-métier. Ils ont un métier à côté, mais ils font ça à côté. Et de plus, il faut rajouter qu'ils demandent des sous, ils ont toujours des comptes, Ulule, là je sais pas quoi, où ils demandent aidez-nous à continuer, donnez-nous des sous. Certains d'autres font des conférences payantes ou écrivent des livres. C'est un vrai business. C'est un vrai business qui peut générer, pour certains, plus de 12 000 euros par mois. Imaginez quelqu'un qui a 500 000 abonnés qui demande 1 euro en don. Alors évidemment, il n'y a pas 500 000 abonnés qui vont donner 1 euro. Il y en a plein qui vont donner 0. Mais parmi les 500 000, il y en a plein qui ne vont pas donner 1 euro. Ils vont donner 10, 20 euros. Donc par an, faites le calcul. Donc malgré ces petits déboires, j'avais décidé, comme promis, parce que je l'avais promis, c'est pas parce que j'ai engagé d'énormes frais d'avocat cette année, de donner mes gains publicitaires à 2, parce que j'en ai sélectionné au final 2, ça je vous l'avais aussi dit, associations. J'ai pris contact avec elles début décembre pour réaliser 2 émissions sur la fin de l'année pour les présenter. Et j'ai eu 2 fois les directeurs des associations au téléphone qui étaient ravis. Alors là, on a longuement discuté de ce que pourrait être la première émission que nous allons faire ensemble. Mais bien entendu, je leur avais juste dit mon nom, que j'avais une chaîne YouTube, je m'étais présenté, dirigeant d'entreprise, et que je voulais leur donner mes recettes publicitaires. Mais une fois envoyé l'email avec l'adresse de ma chaîne, j'ai plus une nouvelle. Bon, après, j'y ai réfléchi, je me suis dit, bon, et c'est les grèves, il y a trop de boulot, c'est la fin de l'année. Mais je peux comprendre que ces associations puissent ne pas vouloir être associées au sujet que je traite sur ma chaîne. C'est compréhensible. Je les rappellerai néanmoins en janvier, je ferai le point avec eux. Et qu'elles le veuillent ou non, de toute façon, je suis libre de faire ce que je veux, je leur verserai tout de même de l'argent. Et je ferai, avec ou sans elles, 2 émissions sur leur fantastique association, parce que c'est pas parce qu'elles refusent de vouloir s'associer à ma chaîne qu'elles ne sont pas moins fantastiques. Voilà, je vous ai tout dit, je pense. Face à face, c'est votre émission, c'est votre chaîne. J'ai strictement rien à vous cacher. Je vous dis tout, comme à mon habitude. Je voulais vous remercier car j'ai passé une merveilleuse année à vos côtés. J'ai rencontré et échangé avec beaucoup d'entre vous et beaucoup sont des personnes fantastiques. Et puis vous, les abonnés, vous n'êtes jamais avares d'encouragement, mais aussi de commentaires fort instructifs. Ensemble, on forme une communauté qui me plaît. Et on avance avec une entraide réelle. Face à face sera toujours votre chaîne où vous pourrez vous exprimer librement sans être importuné par des trolls. Ça, j'y tiens. Les trolls, vous avez suffisamment de chaînes à vous, n'embêtez pas les autres. Même si certains vivent par procuration à travers ma chaîne en ne faisant que des émissions contre moi. C'est assez stupéfiant à voir. Mais je m'en fiche, parce que vous êtes plusieurs à me le dire, mais je m'en fiche complètement. Vous croyez que j'allais voir ces imbéciles? Ça ne m'intéresse pas. Mais vous, si vous avez envie de dire quelque chose, de parler d'un sujet qui vous tient à cœur, de témoigner, ma chaîne vous est ouverte. Vous pouvez m'écrire, mon email est dans le descriptif de l'émission. J'ai été heureux cette année de vous avoir fait découvrir des personnes exceptionnelles tout au long de cette année, toujours dans la joie et la bonne humeur, mis à part 2-3 coups de gueule salutaires. Je suis heureux que certaines de ces personnes, après être passées sur Face à Face pour la première fois en France, sont devenues un peu connues nationalement. Je pense par exemple à mon ami Bruce Seashalls, qui a eu aussi, après son passage sur ma chaîne, de monter une chaîne en langue française. Et vraiment, c'est vraiment sympa de sa part de se faire cet effort. Et à mon ami Massimo Mazzucco, dont j'ai été très fier de vous présenter les fantastiques travaux de recherche sur les missions Apollo et sur le 11-9. Ce qui est frappant, c'est que Massimo et moi avons eu et avons encore, alors évidemment, on ne parle pas des petits, mais aussi des grands débunkers professionnels venus défendre l'histoire des missions Apollo. Certains en avoueront même n'avoir jamais vu le fantastique documentaire de Massimo, American Moon. J'ai été déçu, surpris que la revue Nexus donne un large droit de parole à l'un de ses débunkers sous prétexte de droit de réponse. Quelle honte.
Pendant ce temps, sur les plateaux TV mainstream, dans les médias, dans les journaux, quand à l'occasion du 50e anniversaire des missions Apollo, aucun, personne mettant en doute ces missions Apollo n'a été invité sur ces médias. Pour parler des théories alternatives de ceux qui n'y croyaient pas, ils invitaient les mêmes débunkers professionnels qui disaient « Alors lui, il raconte que... » Mais en plus, il raconte des mensonges. Comme je vous l'ai dit, cette année, on fera des émissions sur les techniques des débunkages, des débunkers. Parce que vous avez l'impression de les écouter et dire « Ah bah oui, il a raison. » Mais non. Il faut tout analyser, tout ce qu'ils disent, et je vous mettrai les points là où ils mentent. Mais c'est bien qu'ils aient fait toutes ces émissions contre Massimo, contre moi. Parce qu'on va montrer comment ils mentent. Donc, grosse déception, Nexus. Hein. On a senti une sorte de peur de se tromper, de se couvrir, ce qui n'a pas été le cas d'autres Nexus à travers le monde, qui sont tous indépendants les uns des autres. Par contre, tiens, c'est étonnant, le travail de Massimo a été très peu attaqué sur le 11.9. Hein. C'est fou cette histoire. Un travail remarquable sur le 11.9 où il démontre que la version officielle ne tient pas la route, où il démontre la démolition contre les détours, je ne vais pas vous résumer les 5 heures d'émission. Et il dénonce donc un événement impliquant le gouvernement des États-Unis ayant fait des milliers de morts. Et les débunkers, eux, ils attaquent quoi? Ils attaquent la défense de la mission Apollo. Quel est ce fanatisme qui pousse à protéger, au-delà de l'évidence, la NASA, mais par contre laisser faire des milliers de morts de l'autre côté? Il est bon pour le 11.9, il serait mauvais pour les missions Apollo? Allez, je vous quitte. On va essayer de faire encore mieux en 2020. Et bien entendu, cela restera toujours 100% gratuit, sans demande d'argent. Et tout ça, c'est rien que pour vous que je vous fais tout ça. Portez-vous bien. Et pour tous ceux qui m'ont écouté ce soir, seuls chez eux, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous une meilleure année 2020 que ne fut 2019. À bientôt. Grosse bise.